Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque fin de mois, sauf l'été, tu auras remarqué, parce que l'été, il n'y a rien qui sort et ça n'a pas d'intérêt pour moi de faire une vidéo. Enfin bref, la vidéo des sorties littéraires du mois suivant et c'est bientôt la rentrée des classes. Qui dit rentrée des classes dit également rentrée littéraire. Et comme vous pouvez vous en douter, encore une fois, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Vous pouvez voir le nombre d'onglets que j'ai d'ouverts là. Beaucoup de choses m'ont intéressé. En même temps, il y a énormément de sorties, c'est normal. Je tiens à dire, comme pendant chacune de ces vidéos-là, je ne vous montre que ce qui peut potentiellement m'intéresser. Je ne vous montre pas toutes les sorties Polar Thriller. Tout simplement parce que sinon il y aurait beaucoup trop de choses à vous montrer. La vidéo durerait 5 ou 6 heures, hein, voilà, tellement il y aurait deux choses. Donc je fais mon propre top, ma propre sélection selon mes goûts, voilà. Il n'y a pas tout, évidemment. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes autres petits camarades qui font eux aussi leurs vidéos sorties littéraires. Peut-être qu'ils vous montreront des choses différentes de moi qui peut-être vous plairont également. On va commencer par le silence de Irza Sigurdadottir. Voilà, je ne sais pas prononcer ce nom. La notification de Epic va se barrer vite. C'est pas des choses qu'on contrôle, ça, hein, malheureusement. Donc, ça sort le 4 septembre. C'est chez Actes Sud. Et moi, comme d'hab, je le dis à chaque fois, mais moi, les couvertures d'Actes Sud, je les aime beaucoup. C'est un tome 6 sur 6, mais d'habitude, je ne montre pas les tomes des séries en cours. C'est ce que je me dis. À part si c'est des séries dont j'ai déjà lu le livre et dont la vidéo est disponible sur la chaîne, ou des séries que je connais. Si c'est des séries en cours que je connais pas, je le montre pas. Mais ça m'a quand même pas mal intéressé. Déjà, la couve m'a bien accroché. La maison d'édition, je l'aime beaucoup. Il fait 400 pages. Et je vais vous lire ça. Donc, Reykjavik, par une froide journée d'hiver, un nouveau-né disparaît de son landau. À sa place, le père trouve le corps d'un enfant mort. Le bébé disparu est né grâce à une mère porteuse, avec laquelle tout avait pourtant bien commencé. 11 ans se sont écoulés depuis la disparition lorsqu'un cas isolé de rougeole entraîne la mort d'une jeune fille. Le père de cette dernière part à la recherche du porteur du virus afin de se venger. Dans un autre quartier de la ville, le corps démembré d'une femme est retrouvé dans une voiture abandonnée. Dans la tête manquante, donc dans le silence, le sixième volet de la série mettant en scène la psychologue pour enfants Freya et le policier Huldar, ces derniers doivent unir leurs forces, blablabla. Donc il a l'air de se passer beaucoup de choses, ça promet un rythme effréné avec plusieurs enquêtes en parallèle, j'espère que ça fera pas trop de personnages, j'espère que ça sera pas trop difficile à suivre, mais, euh, mais tout ça, moi, ça m'a intrigué, ça a l'air vachement bien, et donc voilà, moi ça m'a intrigué. Quand il y a beaucoup trop de choses comme ça, moi en général, je passe à autre chose. En général, je me dis, vas-y, pas plus que deux enquêtes en parallèle, quoi. Pas plus de deux. Là, on en a quand même au moins, c'est quoi, j'ai pas trop compté trois ou quatre. Ouais, au moins trois trucs. J'espère que ça va pas faire trop, mais ça a l'air quand même vachement prometteur. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous l'avez déjà lu ou eu en avance, hein, si vous êtes un chroniqueur. Ensuite, toujours le 4 avril, c'est chez Hauteville Édition, il fait 352 pages. C'est Telle mère, telle fille de Kimberly McCraig, ouais, on va dire ça comme ça. Bon, alors les noms de famille, je les prononce comme je peux, hein. Donc, ce- ce- j'ai failli pas les mettre, ce roman, pour être très honnête, parce que j'ai trouvé ça hyper vu et revu. Mais il y a un petit quelque chose. Déjà, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Woodville, j'aime bien cette maison d'édition. Donc je pense que ça a joué. Donc ne faites confiance à personne, pas même à votre propre mère. Étudiante à la fac et rebelle, Cléo a toujours été aux antipodes de sa mère, Kat, épouse parfaite et avocate à la réputation irréprochable. Cléo ignore qu'il ne s'agit là que d'une façade jusqu'au jour où, en se rendant chez sa mère pour dîner, elle retrouve la maison vide, une casserole en train de brûler sur le feu, et surtout une chaussure tachée de sang. Malgré la rancœur qu'elle éprouve envers Kat depuis quelques années, Cléo va chercher à savoir toute la vérité sur le drame de ce soir-là, mais est-il bien sage de vouloir faire la lumière quand des secrets de plus en plus sombres émergent du passé de sa mère, mettant ainsi en péril son propre avenir? Désolé pour la gorge. J'ai eu une petite... ça s'est enroué en cours de lisage, hein.
Et oui, donc ouais, le coup de la mère et la fille qui s'entendent pas, mais la mère disparaît, mais du coup c'est sa mère quand même, donc elle va faire l'effort de la chercher. Bon, ce genre de truc, j'ai déjà vu 1000 fois, ça me donne pas très envie, je te l'avoue. Mais je me suis dit pourquoi pas, la couverture est pas mal, c'est une bonne maison d'édition, enfin en tout cas moi je l'apprécie bien. Et je me suis dit, vas-y, ça va peut-être vous plaire à vous, ça va peut-être vous faire envie à vous. Et si jamais vous connaissez l'autrice, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais passer à la suite parce que sinon la vidéo va durer 3 ans. L'année du cochon de Carmen Mola, donc c'est chez Actes Sud. Et il fait 304 pages, ça sort également le 4 septembre. La couverture, moi j'ai trouvé génial, la gamine avec les deux cochons là. Moi, de toute façon, Actes Sud, j'adore leur couve. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment, c'est vraiment des couves qui me plaisent. C'est vraiment une maison d'édition qui me plaît beaucoup. Je dis ça, je lis pas là, trop leurs romans, mais c'est vraiment des coups qui m'attirent beaucoup. Menu du jour pour les policiers de la BAC. Famille dysfonctionnelle et viande hachée à discrétion. Après avoir fêté le nouvel an chinois qui ouvre l'année du cochon, l'inspectrice Olmo disparaît dans des conditions inquiétantes. À son réveil d'un sommeil comateux, 3 hommes gravitent autour de son lit qui attendent de prendre part au festin. Elena Blanco reprend du service au sein de la brigade d'analyse de cas pour mener une enquête qui les conduira dans une ferme sordide recelant des secrets inavouables. Donc le titre, super, la couve, super, la maison d'édition, on n'en parle pas, évidemment, super. Ça promet énormément, ça promet du sordide, l'année du cochon, moi c'est un titre qui m'a accroché direct. Ça a l'air sordide, effectivement, c'est le mot, mais moi ça me plaît ce genre de truc. Ça a l'air de dégoûter. Et c'est pour ça que c'est ça qui est bon, tu vois. Donc l'année du cochon, le 4, chez Actes Sud, 300 pages, voilà, voilà. Passons à la suite. La proie et la meute, ça sort encore une fois le 4, c'est aux éditions du Masque. Et c'est de Simon François, un petit village du centre de la France cerné de champs barricadés par des murs de forêt et quelques fermes isolées qui abritent une usine, un abattoir de poulets où travaille la quasi-totalité des habitants. Presque tous, sauf Romain le marginal, l'homme à tout faire, affligé d'un bec de lièvre qui lui vaut le surnom Lapin. Romain, aussi habile dans les arbres, où il aime bâtir des cabanes que les pieds dans la rivière, où il pêche loin du monde, loin du village, qu'il a toujours tenu à l'écart et exerce contre lui une sourde violence. Depuis sa plus tendre enfance, le géant blond était pris de Solène, l'actuelle mère de la bourgade. Alors que cette dernière disparaît, mêlée malgré elle à une sombre histoire d'enfouissement illégal, deux déchets, c'est le soleil de Romain qui s'éteint brutalement, reste la vengeance. Moi je trouve que ça promet, ça a l'air bien, on nous promet pas juste une enquête, le mec va partir à sa recherche, il va enquêter, machin. Le mec, il est rejeté de tout, il taffe dans son coin, le mec a un bec de lièvre, il est rejeté pour son physique, pour sa différence. Et la seule meuf qui éclaire un peu sa vie disparaît. Et le mec, tu sais pas s'il va enquêter ou s'il est parti casser des bouches, tu vois. Si ça va chier ou si ça va bien se passer, tu sais pas. Moi, je dis que ça promet. Et voilà, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Il y a 2 notes déjà, ça a l'air d'être pas mal. Donc si jamais vous l'avez déjà lu en avance. La mère diabolique de Prune Antoine, c'est aux éditions de Noël, ça sort encore une fois le 4 septembre. Et j'ai pas le nombre de pages. En plein confinement de 2020, Christiane K, 27 ans, tue 5 de ses 6 enfants. Condamnée à perpétuité, elle n'a pas prononcé un mot durant son procès. La journaliste enquête sur sa personnalité et sur les raisons de son geste. Adoptant une approche personnelle de l'affaire, en la mettant en rapport avec son ressenti de mère, elle livre aussi une réflexion sur la place des femmes dans la société. Ça a l'air extrêmement intéressant. Il y a plein de sujets qui vont être abordés, plein de sujets bien divers, et notamment aussi la place des femmes dans la société. C'est tous des sujets actuels, toutes des questions qui doivent être posées, qui doivent être mises en avant. Et j'adore la couve, encore une fois, la couve est très parlante et très frappante. C'est vraiment un jaune, ça nous saute un peu au visage, quoi, même cette mise en scène. Ouais, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir les avis
qui vont en ressortir. C'est une sortie qui dénote un petit peu, c'est très sombre, c'est pas du polar ou du thriller, ça tient plus de l'actu, tu vois, comme c'est marqué en bas, actualité, reportage, voilà, on tient plus de ça, mais ça m'a quand même frappé et donné quand même pas mal envie. Ça aussi, ça m'a donné pas mal envie pour des raisons différentes. L'Atlas de l'enfer de Nathan Ballingrud, je sais pas comment on dit ce nom, je suis désolé si j'écorche encore une fois. Ça sort le 4 septembre, c'est chez Les Moutons Électriques, je connais pas du tout. Donc Nathan Ballingrud vous entraîne dans un carnaval infernal, une virée dangereuse dans les profondeurs brûlantes de l'enfer. Car l'enfer existe, et il s'est déversé sur notre monde. Depuis l'écran blafard d'un téléphone portable flottant dans les remous d'un bayou perdu, ou se rassasiant de l'esprit malmené d'un humain, il surgit pour noircir les paysages et corrompre les âmes, mais que devient l'humain face à l'inhumain? Dieu que ça me fait de l'effet ce résumé. Dieu, j'ai failli dire Dieu que ça m'excite, mais ça aurait fait un petit peu trop. Vous me direz, je l'ai dit quand même. Moi, le titre m'a bien accroché direct. Le résumé, ça en dit à la fois trop et pas assez. Ça me donne envie d'aller plus loin, mais j'aimerais bien en savoir plus quand même dans le résumé, juste un petit peu savoir un peu où on va, parce qu'on sait pas trop où on va aller. Est-ce que ça va parler de l'enfer de la technologie, l'âme humaine, on sait pas trop, mais je trouve ça extrêmement, on va voir dans les étiquettes, intriguant, fantastique et terreur, voilà, mais c'est horreur, c'est tout ce qu'on aime. Je vous invite à mettre ce roman en avant, l'Atlas de l'enfer. Alors ça m'a beaucoup fait rire. Le dernier John Esbo, le téléphone carnivore, ça me fait penser à des films du genre les donuts mordeurs, tu vois, des trucs comme ça. Sharknado. Donc c'est chez Gallimard, c'est le dernier John Esbo, le téléphone carnivore, qui sort le 5 septembre. On change un peu de date. Je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai même pas lu le résumé. J'ai vu le téléphone carnivore, j'ai vu la couve, j'ai vu John Esbo, je dis, c'est parti, tu vois. On est y part, ça ne peut pas nous décevoir, tu vois. Hein, je vais vous le lire quand même. Je vais le découvrir avec vous parce que en VDV, je l'ai pas vu. Je l'ai pas lu du tout le résumé. Je sais même pas de quoi ça parle. Un ado étrange, un autre qui disparaît, aspiré par le combiné d'une cabine téléphonique à l'orée de la forêt. C'est déjà pas mal ça, c'est déjà inquiétant. Ça commence bien. Qui pour croire une fable pareille hormis la mystérieuse Karen? Et pourtant, si le téléphone sonne, répondrez-vous à l'appel? Mon Dieu. Ça fait tellement nanar, mais t'as envie d'y aller, tu vois. Moi, j'adore. Richard Eloved, 14 ans, est mal dans sa peau et recueilli après la mort de ses parents par son oncle et sa tante, les Dursley. Non, je rigole. Dans une petite ville où il s'ennuie ferme, ne fréquentant que Tom, bègue et moqué de tous. Le jour où ce dernier se volatilise, on accuse Richard de l'avoir poussé dans la rivière. Personne ne le croit quand il raconte que le téléphone de la cabine publique, où il avait entraîné son camarade pour faire des blagues, a dévoré l'oreille, puis la main, le bras et le reste du corps de Tom. Oh putain, ça a l'air trop bien. Personne, sauf l'énigmatique Karen, qui l'encourage à mener une investigation jugée superflue par la police. Envoyé en centre de redressement, Richard réussit à s'enfuir avec la complicité de jumeaux maléfiques. D'accord. Et aboutit à un manoir abandonné dans la forêt où se succèdent des phénomènes paranormaux qui semblent tous dirigés contre lui. Après le téléphone carnivore, John Esbo signe un premier roman d'horreur ambitieux, une remarquable efficacité. Je vous fais une promesse. Attendez. On va faire même les choses beaucoup mieux que ça. Vous me voyez là. C'est une promesse que je vous fais. Je vais lire ce livre. À sa sortie, je l'achète. D'accord. Tu me regardes dans les yeux. Je l'achète. Je le lis Day One. Enfin, ça on verra. Promesse Ubisoft, tu vois. Je le lis. Et je te fais un retour au plus vite. Parce que sans déconner, ça fait nanar de ouf. Mais ça a l'air trop bien. Je n'avais pas lu ce résumé. Je te le dis, je n'avais pas lu ce résumé. J'ai vu le titre, j'ai vu la couve, j'ai vu l'auteur, j'ai dit c'est parti, même pas je cherche à comprendre, je le mets dans mon classement pour ma vidéo des sorties, tu vois. J'avais pas lu le résumé.
Je n'avais pas eu l'illumination que je viens d'avoir, tu vois. Le mec est taré, je suis fou. Je vais le lire. Je vais prendre mon pied. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Et voilà, c'est une vraie promesse que je fais là. Je suis beaucoup trop enthousiaste, vraiment. On passe à autre chose, la double vie de Laura 73. Alors j'y reviens, ça sort encore une fois le 5 chez Gallimard. Franchement, sans déconner. C'est des livres comme ça qu'on a besoin pour sortir de la dépression. Vous croyez pas? Ça a l'air tellement nul que ça a l'air génial. Moi, ça m'excite des trucs comme ça, hein. Si ça part fort bien dans l'horreur, ça peut être trop bien. La double vie, je vais y arriver, hein, de Laura 73. C'est chez Cosmopolis édition. 192 pages, oh, c'est un petit roman, pas très long, mais c'est très bien. Il en faut des romans comme ça. Des petits romans qu'on peut lire vite. De Laurent Bettoni, j'imagine qu'on dit Bettoni, et pas Bettoni. Une belle rencontre virtuelle, un corps sans tête retrouvé dans un fleuve un matin d'été. Qui est vraiment la douce et timide Laura 73? Un homme solitaire et désabusé tente de reprendre goût à la vie en s'inscrivant sur un site de rencontre. Je suis avec toi, mon gars. Il lie connaissance avec une jeune femme sensible auréolée de mystère qui semble porter en elle une grande fragilité. Contre toute attente, ils tombent aussitôt éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais peut-on se fier aux apparences? Peut-on jamais guérir d'une blessure d'amour? Pourquoi la vie n'est-elle pas toujours aussi belle que sur Another Life? Ouais, ce monde parfait accessible sur Internet. Parfois l'imagination est ce qu'il y a de plus dangereux. Ça c'est vrai. Au cœur de cette romance sombre et violente où se mêlent drame amoureux et intrigue policière se trouve une réflexion sur la place d'un homme dans un monde qui n'est plus le sien. En vrai, si le sujet est bien traité, si c'est bien foutu, si le côté romance n'est pas trop prononcé, il n'est surtout pas cucu parce que je n'aime pas les romances, d'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de romance même dans les polars ou les thrillers, au contraire. Petite histoire d'amour qui passe, ça mange pas de pain, ça fait pas de mal, hein, évidemment. Mais il faut pas que qu'une romance cucu prenne le pas sur sur le message qui pourrait être envoyé là-dedans, par rapport aux sites de rencontres, aux réseaux sociaux et aux blessures d'amour et à tout ce qui tourne autour. Donc j'espère que c'est bien écrit, que le sujet est bien abordé. En tout cas, ça fait quand même envie. On regarde les étiquettes, voilà, c'est avant tout un policier, polar, thriller, bon, ça va. C'est quand même, c'est quand même rassurant, parce qu'à un moment c'est marqué au cœur de cette romance, du coup ça m'a fait tilt en fait. Mais en tout cas, ça sort le 10 septembre chez Cosmopolis Édition de Laurent Bettoni. La colline hantée de Elizabeth Hand chez Bragelonne. Donc c'est la suite de... Oui, c'est Hill House, on connaît. Je sais, j'ai plus le nom du livre. Attendez, c'est la suite de... on va regarder ça ensemble. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu. Je l'ai vu, c'était plus bas. Voilà, de Haunting of on the Hill House. Visiblement, ça m'a tout l'air d'être une suite. Je vais vous lire ça. Retour à Hill House, replongé dans l'univers de la maison hantée, chef-d'œuvre de Shirley Jackson. Sous la plume d'Elizabeth Hand. Ok, je vois. Ouvrez la porte. Holly Sherwin se bat depuis de longues années pour faire décoller sa carrière de dramaturge et la bourse d'écriture qu'elle vient de recevoir pour sa pièce La Nuit de la sorcière lui offre enfin une chance de connaître le succès. Ne lui manque qu'un lieu où travailler avec son équipe. Lorsqu'elle tombe par hasard sur Hill House lors d'un week-end à la campagne loin de New York, j'imagine. Bon, il manque un mot. Donc si vous êtes fan du roman original The Outing of Hill House, voilà, mon anglais est exceptionnel. Apparemment, c'est une suite de fans. Voilà, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Donc n'hésitez pas à vous plonger dedans. C'est un peu comme les Hercule Poirot de Sofiane. Hein, voilà, Sofiane, c'est pas bien, mais peut-être qu'elle, c'est bien. Donc vous me direz dans les commentaires. Encore une fois, je vous invite à donner votre avis. Donc ça sort le 11 septembre. Loin de la fureur du monde, le dernier Jérôme Camus et Nathalie Hug, roman à quatre mains, chez Fleuve Édition,
qui sort le 12 septembre et qu'il fait 496 pages, presque 500. Il est la rumeur et personne ne l'attrapera. Massif des Pyrénées. Alix vient d'être nommée policière municipale quand la disparition de son meilleur ami la pousse à s'aventurer seule dans la forêt primaire de la Mâche-Combe. Une zone interdite qui jouit d'une sombre réputation. On raconte en effet que nombre de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Mais Alix ne craint pas la rumeur et pour ceux qu'elle aime, elle braverait les pires dangers. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle s'apprête à entrer sur le territoire de John, un être sauvage et singulier qui manifeste une réelle hostilité envers les hommes. Alors ça promet d'être vachement bien, ça fait quand même vachement classique, je veux dire, mais c'est le genre d'ambiance où on aime se plonger, voilà, une espèce de forêt mystérieuse dans les Pyrénées, une jeune femme qui vient d'être nommée policière municipale, voilà, donc une rookie comme on dit dans le jargon, qui vient d'être nommée là, première grosse enquête, on est là, dans un monde un peu sombre, ça promet des dingueries. Si c'est bien foutu, ça promet d'être vachement bien. Donc ça sort le 12 et je vous invite encore une fois, hein, je le dis à chaque fois, à donner votre avis dans les commentaires. Le prochain, Lisa Jackson, celle qui a survécu, c'est chez Mera Édition. Oula, c'est très long, je vais pas vous lire tout, hein, surtout que la deuxième moitié c'est des avis, donc bon ça va. Toute sa vie, elle a été celle qui a survécu. Orpheline à l'âge de 7 ans après le massacre effroyable de sa famille dans le chalet familial de l'Oregon, Cara McIntyre est toujours à la recherche d'une forme de normalité. Mais 20 ans plus tard, le passé ressurgit, comme d'habitude maintenant, comme un coup de tonnerre. Son frère Jonas, qui a été reconnu coupable des meurtres, sort de prison contre toute attente. La presse est de nouveau en ébullition et soudain, Kara reçoit des messages énigmatiques de sa grande sœur Marley, disparue depuis cette nuit fatale, où elle a caché la petite Kara dans un placard en lui intimant une consigne obsédante: ne fais pas de bruit. Alors que ses proches trouvent la mort dans des conditions effroyables, Kara, qui se décompose petit à petit, est convaincue d'être la cible ultime du tueur. Elle a survécu une fois, survivra-t-elle de nouveau? Combien de fois pourra-t-elle être celle qui a survécu? Il y a du suspense, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de personnages. J'ai été un peu perdu entre mais son frère et puis sa grande sœur. J'avoue que j'ai eu un petit moment de attends quoi? Mais alors moi, ça m'excite pas, moi ça me dit rien. Ça me dit suffisamment quelque chose pour que j'en parle parce que ça a l'air quand même. Voilà, ça promet quelque chose de très rythmé, un bon thriller à suivre, tu vois, un thriller grand public qu'on pourra lire quand même assez facilement. Donc pourquoi pas, c'est chez Mera Édition, ça sort le 12. Ça, j'aimerais bien me le procurer aussi. Le Corbeau, l'affaire Villemain, voilà, l'affaire du petit Grégory, donc de Béatrice Merdrignac, pardon. Euh, c'est une affaire qui a quand même fasciné la France entière et à mon avis un peu au-delà, tellement on en a parlé dans les années 80, si je ne dis c'est 80 ou 70, je ne sais plus, 80 je crois. D'ailleurs, il y a un documentaire en plusieurs épisodes sur Netflix qui est vraiment excellent, que je vous invite à voir si cette affaire vous intéresse. Mais voilà, donc un double assassinat, une famille étendue, oui, au rapport complexe, un village reculé, un corbeau harceleur, des journalistes déchaînés qui mènent leur propre enquête, un jeune juge d'instruction ambitieux qui multiplie les erreurs. Tous les ingrédients d'un polar implacable sont réunis. Ils forment pourtant la trame d'un fait divers bien réel. Qui a tué le petit Grégory 40 ans après le drame? Le coupable reste inconnu et le mystère entier. En décortiquant précisément les faits, les personnalités et les enjeux, cet album nous plonge dans la plus mythique des affaires françaises. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. J'espère que ce sera informatif, que ça ne fera pas de ses propres suggestions quant au coupable, tu vois, que ça n'essaiera pas de mener au- sa propre pensée au lecteur, tu vois. Parce que c'est toujours une mauvaise chose dans ce genre d'affaires réelles. Donc c'est aux éditions petit à petit. Donc voilà. C'est juste parce que c'est une affaire vraiment qui m'intéresse beaucoup, hein. L'ultime avertissement, le prochain Nicolas Bedelet sort le 19 septembre. Alors, j'ai dit quand ça sortait le Corbeau? Le 18 septembre, voilà.
Donc le 19 septembre, le prochain Nicolas Bedelet, l'ultime avertissement chez XO Édition. Comme d'hab, j'ai envie de te dire maintenant. Allez voir plus. Que cache cet ultime avertissement? À qui s'adresse-t-il? Et surtout, quelles seront les conséquences? Préparez-vous à une lecture addictive qui vous fera tourner les pages à un rythme effréné, à la recherche de réponses dans ce labyrinthe de suspense et de révélations. Donc en gros, on ne sait pas de quoi ça parle, hein, voilà. Ils sont les seuls à avoir vu l'impensable. 2 ans après, bon bref. Bon, concrètement, c'est un roman vendu sur le nom de l'auteur. On sait qu'il y a un ultime avertissement, oh là là, voilà. Mais concrètement, c'est pas l'histoire. Donc pourquoi pas, peut-être que je me le procurerai par la suite. Ça va pas vraiment être ma priorité, je vous l'avoue. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, tôt ou tard, je l'achèterai. En neuf ou en occasion, je m'en fous. Euh, mais euh, mais je vais pas, ça va pas être ma priorité ce mois-ci. Ma priorité ce mois-ci, ça va être ça, d'accord? Un roman qui, bizarrement, m'a attiré. Alors que techniquement, il n'y avait pas matière à ce que ça puisse me plaire. Hurlement de Alma Katsu chez Sonatine édition, il fait 416 pages et il sort le 26 septembre. Trop tard pour faire demi-tour, juin 1846, un convoi de pionniers traverse l'Utah en direction de la Californie malgré les nombreuses mises en garde sur les dangers d'un tel périple. À sa tête, George Donner et James Reed, représentants des familles les plus éminentes du groupe, se disputent la gestion des ressources et du bétail. Tandis que le convoi s'enfonce dans un territoire de plus en plus sauvage, les personnalités s'affirment, les alliances se créent, et le passé que les uns et les autres ont cherché à fuir ne cesse de revenir les hanter. Une nuit, un des enfants du convoi disparaît. On ne retrouve que lui, que ses ossements parfaitement nettoyés. Est-ce l'œuvre des Indiens? Une meute de loups est-elle sur leurs traces? À moins que cette mort brutale soit l'œuvre de l'un d'entre eux. Dans ce cas, comment expliquer cette sensation d'être observés constamment et les murmures qu'ils entendent sur leur passage? À mesure que les réserves s'amenuisent, la tension monte au sein du convoi. C'est alors qu'une deuxième attaque a lieu. Pour les pionniers, il est désormais impossible de nier que quelque chose est bien à leur trousse et que cette chose a visiblement encore plus faim qu'eux. Le résumé est tellement bien écrit que ça m'a fait rentrer dedans en fait. Je pense que c'est ça. Il y a un suspense de malade mental rien que dans le résumé. La couverture est cool. De toute façon, c'est Sonatine, c'est une très bonne maison d'édition. Ils savent faire leur boulot. Donc, je ne peux que vous encourager. En plus, c'est à l'acheter, à le lire et à vous donner votre avis. Encore une fois, en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Et ça fait très western, évidemment. C'est États-Unis, western, quelque chose d'assez impitoyable et désertique, et beaucoup de suspense. Et voilà, il y a tous les ingrédients, je trouve. Et pour terminer, donc celui-là, il sort le 26, oui, je l'ai dit. Celui-là, il sort le 26 également. Il fait 400 pages, c'est aux éditions Les Escales, La maison idéale de Kate Collins. Attendez que je vous lise ça. Une maison idéale pour élever des enfants ou pas. 2017, le mari d'Orla a insisté pour que leur famille s'installe dans une vieille demeure sur les falaises du Dorset. Mais très vite, c'est seul, avec ses enfants encore là, passe la plupart de ses journées. Dans cette maison qui lui est si peu familière, elle commence à entendre des bruits étranges, des portes qui claquent, et son fils discuter avec un ami imaginaire. 1976. Lydia est employée en tant que gouvernante par une veuve dépassée. Elle s'occupe avec amour des enfants comme s'ils étaient les siens, jusqu'à ce que des événements incompréhensibles troublent la tranquillité de leur foyer. Personne ne croit Orla et Lydia quand elles racontent ce qu'elles vivent, mais elles sont, elles, bien décidées à tout faire pour protéger les enfants du mal qu'elles sentent rôder. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Je pense le mettre dans ma palle, celui-là. Je pense m'y intéresser. Quand vais-je le lire? Je ne sais pas. Je ne vous promets rien. Mais putain, oui, parce que j'emploie des gros mots. Voilà, je suis trop pris par l'émotion. Je vais, c'est ça, je vais le lire. Je vais le lire. Encore une fois, le résumé est vraiment bien foutu.
Édition Les Escales, bonne émeu, encore une fois, on est bien. 400 pages, pour moi c'est un nombre de pages idéal, c'est ni trop court ni trop long, c'est parfait. Ça sort le 26 septembre, voilà, voilà, voilà. Bah voilà, j'ai envie de te dire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ma sélection pour cette rentrée littéraire 2024 Polaris Thriller t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant la prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.